cardinal Barbarin reconnu coupable de non-dénonciation d'agression sexuelle. Il purgera une peine de 6 mois avec sursis pour avoir couvert des prêtres pédophiles. Le PSG sorti de la Ligue des Champions par Manchester United en 8e de finale. Pour la 3e fois consécutive, les Parisiens se sont inclinés 3-1 au Parc des Princes. Les stylistes ivoiriens qui font la valorisation de l'identité culturelle africaine, ceux en créant des vêtements prêt-à-porter Edit Africa. Nous découvrons ensemble qui sont ces créateurs de mode. Philippe Barbarin a été condamné ce jeudi 7 mars à purger une peine de 6 mois de prison avec sursis. Il est reconnu coupable de non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur des mineurs. L'archevêque de Lyon remettra donc sa démission au souverain pontife. Suivons ensemble cet élément. Ce jeudi 7 mars, le tribunal correctionnel a finalement reconnu Philippe Barbarin coupable d'une partie des faits de non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans qui lui valait d'être poursuivi et l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il a en revanche prononcé la relaxe des 5 autres prévenus. L'archevêque d'Arc, Maurice Gardès, l'évêque de Nevers, Thierry Bras de la Perrière, le prêtre Xavier Grillon et les 2 laïcs Pierre Durieux, ex-directeur de cabinet de Philippe Barbarin, et Régine Maire, chargée par l'archevêché de recevoir les victimes de pédophilie. Symboliquement, les juges retiennent donc la culpabilité du plus haut membre de la hiérarchie catholique contre lequel l'association La Parole Libérée avait porté plainte pour dénoncer le silence de l'Église face aux faits de pédophilie reprochés à Bernard Prénat, un ancien aumônier scout de Sainte-Foy-lès-Lyon. Cette décision signifie donc que, pour les juges, le cardinal Barbarin a intentionnellement fait entrave à la justice en s'abstenant de dénoncer les faits portés à sa connaissance. L'audience de début janvier avait marqué les esprits, tant le prélat incarne depuis 3 ans en France la crise de l'Église face à la pédophilie qui vient de faire l'objet d'un sommet inédit de la hiérarchie catholique au Vatican. À l'issue des débats, la procureure Charlotte Trabu n'avait pas requis de peine à l'encontre de l'archevêque, ni des 5 anciens membres du diocèse poursuivis avec lui, tout en assurant de son impartialité. Ils encouraient 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Une position délicate à tenir après les témoignages crus et poignants livrés à la barre par d'anciens scouts à l'origine de l'affaire. Mais un avis conforme à celui du parquet qui avait classé sans suite une première enquête en 2016. Soutenu par l'association de victimes La Parole Libérée, 9 hommes avaient d'abord accusé le père Bernard Prénat d'avoir abusé d'eux. Des faits pour lesquels ce dernier n'a pas encore été jugé avant de porter plainte contre ceux qui n'ont rien dit des agissements du prêtre. Faute de poursuite, ils ont lancé en 2017 une procédure de citation directe devant le tribunal qui leur garantissait un procès pour la première fois depuis la révélation de l'affaire à la fin 2015. Conduit il y a 2 mois par la présidente de la 17e chambre correctionnelle, Brigitte Vernet, le procès a été à la hauteur des enjeux. Le prélat, âgé de 68 ans, a expliqué n'avoir appris les agressions reprochées au père Prénat qu'en 2014, quand une victime se confia à lui. Pour maître Jean Boudot, avocat des parties civiles, le cardinal était au courant depuis 2010 au moins, date à laquelle il s'était entretenu avec le prêtre sur les rumeurs qui couraient à son sujet. L'improbable remontada des Red Devils au Parc des Princes qui éjecte le PSG de la Champions League 3-1. C'est le score final du match qui opposait le Paris Saint-Germain à Manchester United. Le PSG qui sort de la compétition en 8e de finale pour la 3e fois consécutive. Plus de détails en images. L'émir du Qatar, Tamim Al Thani, va finir par ne plus vouloir se déplacer au Parc des Princes. À chaque fois qu'il s'est assis en tribune, le souverain a vécu le même cauchemar. Témoin de l'élimination du Paris Saint-Germain par le Real Madrid en 2018, en 8e de finale retour de Ligue des Champions, il a une nouvelle fois vu son équipe se faire sortir à ce stade de l'épreuve, mercredi 6 mars, dans une atmosphère crépusculaire. Les Parisiens ont été battus et humiliés contre toute attente par Manchester United. On pensait que le club de la capitale, propriété depuis 2011 de Qatar Sports Investment, avait touché le fond en mars 2017 lors de l'impensable remontada du FC Barcelone au Camp Nou. Mais le naufrage en Catalogne n'est rien à côté du nouveau crash de la formation entraînée par l'Allemand Thomas Tuchel. Victorieuse à Old Trafford lors de la manche aller, boutée hors du tournoi par des Red Devils pourtant amoindris par une cascade de blessures et la suspension de Paul Pogba. Pour la 3e saison d'affilée, le PSG version Qatari ne verra donc pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sous l'œil de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti et le mandat de Laurent Blanc,
Le club était pourtant abonné au CAR et accoutumé à siéger à la table des dignitaires du vieux continent. Le règne controversé du coach espagnol Unai Emery s'était ensuite apparenté à une traversée du désert et à un échec sportif managérial. Choisi par l'émir au printemps 2018, son successeur Thomas Tuchel était censé aider les joueurs parisiens à mieux appréhender les rendez-vous européens. Malgré sa capacité à fédérer son vestiaire et à s'adapter tactiquement à l'adversaire, l'ex-entraîneur du Borussia Dortmund n'est pas parvenu à conjurer la malédiction ni à perforer le plafond de verre qui circonscrit les ambitions continentales du Qatar Sport Investments. Comme sonné dans l'auditorium du Parc des Princes, Thomas Tuchel n'a même pas essayé d'expliquer ce fiasco, un renversement de situation sans équivalent. Jamais une équipe n'avait réussi à se qualifier après avoir perdu à l'aller par 2 buts d'écart à domicile. Entre deux soupirs, le technicien n'a pas voulu se réfugier derrière l'absence de la star brésilienne Neymar, à nouveau blessée et absente à ce stade de l'épreuve, comme en 2018. Il n'a pas non plus incriminé son compatriote, le jeune défenseur Thilo Kehrer, dont la passe mal appuyée a été interceptée par Romelu Lukaku sous l'ouverture du score des Red Devils. Les États-Unis d'Amérique maintiennent les sanctions contre le Zimbabwe, espérant que la politique zimbabwéenne en matière de droits de l'homme ne s'est point améliorée ces dernières années. Donald Trump a annoncé que son pays prolonge les sanctions contre Harare, un revers pour les dirigeants qui plaident en faveur de leur levée. La chute de Robert Mugabe et l'élection d'Emmerson Mnangagwa n'y font rien. Les États-Unis maintiennent les sanctions contre le Zimbabwe. Lundi, le président américain a indiqué que son pays reconduit ses sanctions pour une année supplémentaire. Donald Trump estime que la nouvelle politique du gouvernement à Harare continue à poser une menace inhabituelle et extraordinaire à la politique étrangère des États-Unis. Le renouvellement des sanctions américaines est un camouflet pour les soutiens africains du Zimbabwe, tels que Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain avait demandé la levée de ces sanctions qui ont contribué à démolir l'économie zimbabwéenne ces 2 dernières décennies. L'administration du président Trump justifie son intransigeance par la persistance des lois qui restreignent la liberté de la presse et par la répression des manifestations. Le président Mnangagwa, pour sa part, a appelé à la levée des sanctions qui ciblent la ZANU-PF, le parti au pouvoir, ainsi que de hauts responsables militaires et certaines compagnies d'État déjà visées sous la présidence de Robert Mugabe. L'Érythréen Kudus Merawi remporte le Tour du Rwanda terminé ce 3 mars 2019. Il a réalisé un chrono de 24 heures, 12 minutes et 27 secondes sur les 953 km du parcours. Il était à sa 2e participation sur le Tour du Rwanda. Ce tour cycliste qui était dominé depuis 2014 par les Rwandais, qui d'ailleurs n'ont remporté aucune victoire d'étape durant cette édition. C'est l'Érythréen Kudus Merawi qui a remporté le Tour du Rwanda de 2019 qui a pris fin ce 3 mars 2019. En 8 jours, ce jeune cycliste de 25 ans a parcouru les 953 km en 24 heures, 12 minutes et 37 secondes. 10 secondes le séparent du deuxième coureur, l'Estonien Rein Taramae. La victoire de Kudus, qui participait au Tour cycliste du Rwanda pour la 2e fois, a mis un terme au monopole rwandais depuis 2014. En effet, pendant 5 ans, les vainqueurs de cette compétition annuelle étaient des Rwandais. C'est aussi la première qui se termine sans victoire d'étape pour les Rwandais depuis 2012. Pendant 10 ans, le Tour du Rwanda était une compétition du niveau 2.2 selon le classement de l'Union cycliste internationale. Pour sa 11e édition, le tournoi a été promu au niveau 2.1 et pourra ainsi voir la participation des équipes internationales. La chute des prix du ciment booste le secteur de la construction en République démocratique du Congo. Le prix de 50 kg du ciment a été stabilisé en dessous des 9 $. Si cette situation arrange les consommateurs individuels, elle est cependant désavantageuse pour les cimentiers. Les entreprises se retrouvent donc en situation de surproduction. Suivons ensemble cet élément. Il y a quelques années encore, un taximan avec 6 ans d'expérience à Kinshasa comme Georges n'aurait jamais imaginé lancer le chantier de construction de sa propre maison. Mais les temps ont changé dans la capitale congolaise. L'homme a acquis une parcelle dans le nouveau quartier de Nsélé. Il est en construction depuis 3 mois.
Il reconnaît que la stabilisation du prix des 50 kg de ciment en dessous de 9 $ ces derniers mois a été d'une aide précieuse. Oui, la stabilité du prix du ciment a facilité la construction parce qu'auparavant, le ciment a coûté de 15, 16, 17, 18 $. Mais pour l'instant, le ciment est stable, ça nous facilite à construire des maisons. Du ciment à petit prix pour les consommateurs individuels qui cachent en réalité une situation plus difficile pour les cimentiers, les entreprises productrices de ciment en RDC se trouvent en situation de surproduction. Le marché de Kinshasa semble à lui seul être incapable d'absorber du ciment destiné à la construction d'un projet de barrage, potentiellement le plus grand d'Afrique. Cet économiste assure que les minages n'ont été qu'une solution de repli. Les grandes cimenteries qui se sont installées avec la capacité installée qui a été la leur, l'ont fait simplement parce qu'il y avait un grand projet qui s'annonçait, qui était celui de Inga. La construction de Inga aurait été un centre de consommation énorme de ciment que nous n'avions pas. Et donc c'était très intelligent de la part de ces sociétés de pouvoir s'installer et pouvoir être en mesure de fournir localement des produits. Quoi qu'il en soit, la relance des chantiers de construction de maisons familiales, en plus de multiplier le nombre de propriétaires, a aussi l'avantage de résorber le chômage endémique dans la capitale congolaise. Et pour nous autres, quand on trouve que dans notre quartier, il y a des chantiers d'ici par là, nous avons vraiment des bénéfices. Quand par exemple je peux quitter ici, aller travailler là-bas, on me donne quelque chose. 2 ou 3 jours, il y a encore un autre chantier qui arrive et je passe là-bas, j'aurai toujours le boulot. Avec ses plus de 12 millions d'habitants, Kinshasa est l'une des plus importantes mégalopoles d'Afrique. Même s'il se félicite de la multiplication des propriétaires, les urbanistes craignent qu'un ciment aussi abordable débouche sur le phénomène d'autoconstruction sans infrastructure. Au Sénégal, l'activité aurifère a connu une hausse de 5,2% en 2018. L'or représente l'une des premières ressources naturelles du pays selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le pays occupe donc la 13e place au plan africain dans la production aurifère. L'activité aurifère au Sénégal s'est accrue de 5,12% en 2018. Le pays a produit 245 230 onces d'or contre 233 266 en 2017, alors qu'en 2015, la production était à 182 283 onces d'or. En 2019, le pays espère franchir la barre de 250 000 onces d'or. L'exploitation a porté sur des sites à forte teneur dans un contexte de hausse de la demande mondiale. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'or représente aujourd'hui l'une des premières sources de devises du pays, l'essentiel de la production étant exporté. Entre janvier et avril 2018, les exportations d'or non monétaire ont augmenté à 81,540 milliards de dollars, soit plus de 47 000 milliards de francs CFA. Les défis pour nous devaient être quand même un apport plus conséquent de cette activité au niveau de l'économie nationale. De toute façon, nous, on ne consomme pas cet or qui est exporté. Et donc, tout ce qu'on peut engranger comme bénéfice dans cette exploitation très souvent, c'est peut-être la fiscalité ou bien une situation extrêmement faible du pays qui vraiment ne rapporte pas grand-chose. Donc, ce n'est pas une activité nationale. Le Sénégal est le 13e producteur d'or en Afrique. Sur les 7 dernières années, la production moyenne du minerai est de 155,033 milliards de francs CFA par an, selon l'Agence nationale de la statistique. 2 agriculteurs blancs ont été condamnés après un meurtre jugé raciste. Ils purgeront des peines de 18 et de 23 ans pour avoir tué un jeune Sud-Africain de 17 ans. Ceux-ci l'accusaient d'avoir volé des tournesols dans leur plantation. Ils étaient accusés du meurtre d'un adolescent noir. Un tribunal sud-africain a condamné ces 2 agriculteurs blancs à des peines de 23 et 18 ans de prison. Selon les accusés, leur victime, âgée de 15 ans, était soupçonnée d'avoir volé des tournesols dans une zone rurale reculée du nord-ouest du pays. Le garçon est mort après avoir été jeté d'un véhicule conduit par les 2 hommes et s'être brisé le cou. L'affaire avait déclenché des émeutes et le pillage de magasins appartenant à des Blancs dans la ville de Coligny. Les 2 hommes avaient affirmé que l'adolescent avait sauté du camion alors qu'il le conduisait au commissariat de police. Peter Doreward, 28 ans, et Philippe Schut,
35 ans, avait été déclaré en octobre dernier coupable du meurtre de l'adolescent ainsi que d'enlèvement et d'intimidation. Le juge a expliqué que les deux hommes avaient échappé à la prison à perpétuité car il n'y avait pas d'intention directe de tuer la victime et qu'il s'agissait de leur première condamnation par un tribunal. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU au Burundi a été fermé. L'organisme aurait été obligé par le gouvernement burundais à quitter les lieux. Un départ qui a été demandé en décembre par le président burundais Pierre Nkurunziza. Le Bureau local des Nations Unies pour les droits de l'homme, définitivement fermé au Burundi. L'organisme spécialisé de l'ONU assure que le gouvernement burundais l'a forcé à plier bagages, une référence à la demande faite début décembre par le président Pierre Nkurunziza qui avait dit ne plus comprendre l'utilité du bureau alors que la situation des droits de l'homme s'est améliorée dans son pays. 2 ans après la suspension de la coopération, le 5 décembre de l'année dernière, le gouvernement a demandé la fermeture de notre bureau au Burundi, expliquant que le pays a fait des efforts suffisants en matière de mise en place de mécanismes pour la protection des droits de l'homme, dont l'existence de notre bureau ne se justifie plus. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a été ouvert au Burundi en 1995, alors que la guerre civile faisait rage dans le pays. Plus de 2 décennies plus tard, le gouvernement a estimé que la paix était revenue et que la situation des droits de l'homme n'est plus la même. La fermeture définitive du Bureau des droits de l'homme au Burundi est la conclusion de relations tendues entre l'institution onusienne et le gouvernement de Pierre Nkurunziza, régulièrement accusé dans des rapports de graves violations des droits de l'homme depuis la tentative avortée de coup d'État en 2015. Des rapports que Bujumbura a pour sa part toujours qualifiés de mensongers. Au Nigeria, 300 personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions lors des élections ont été arrêtées par la police nationale. 53 personnes ont perdu la vie durant les échéances électorales remportées par Mahamadou Buhari et des dizaines d'autres personnes ont été blessées. Ceci est un constat de la société civile nigériane. Suivons ensemble ce reportage. Au Nigeria, plus de 300 personnes suspectées d'avoir commis des infractions liées aux élections présidentielles et législatives du 23 février ont été arrêtées selon le patron de la police nationale. À 76 ans, le président Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle face à son principal rival Atiku Abubakar. Ce dernier a dénoncé une parodie d'élection et a annoncé qu'il allait déposer un recours en justice pour contester les résultats. Le Nigeria a une longue tradition de violence et de fraude électorale, comme l'achat de voix, l'intimidation des électeurs et le vol de bulletins de vote. Lors du scrutin du mois dernier qui a consacré la victoire de Muhammadu Buhari avec une avance de près de 4 millions de voix, 53 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées selon la société civile nigériane. En 2011, plus de 1000 personnes ont perdu la vie dans les violences post-électorales dans le Nord. Des stylistes ivoiriens s'engagent dans la promotion du prêt-à-porter Made in Africa. Ibrahima Diaby vit sa passion pour la mode en alliant tradition et modernisme dans ses créations. Lui et plusieurs de ses confrères désirent valoriser l'identité culturelle africaine en participant à de nombreux défilés et à des expositions ventes un peu partout dans le monde entier. C'est ici, dans cet atelier à Yopougon, au nord d'Abidjan, qu'Ibrahima Diaby vit sa passion pour la mode depuis 2013. Sa particularité, la promotion du prêt-à-porter africain en s'inspirant des meilleurs designs de différentes cultures du continent. Le prêt-à-porter, je dirais même que c'est l'avenir de la couture. C'est une manière pour nous de vraiment identifier la mode africaine. Voilà, surtout valoriser notre culture. Voilà, c'est ça au fait. Parce que tu vas beau mettre en valeur ce qui vient d'ailleurs, ça ne te donne pas ton identité à toi. Autre créatrice de mode, même combat, Ritamo Design a pour slogan « Quand la tradition rencontre le modernisme ». Kori, Tam Tam, Baobab sont autant de motifs représentés sur ses créations. J'ai beaucoup misé sur les prêt-à-porter parce qu'actuellement les gens n'ont plus assez de temps pour se déplacer, pour prendre des rendez-vous chez les couturiers. Mon souhait le plus ardent, c'est de valoriser les motifs africains, les motifs akans, d'exploiter ce que l'Afrique a de plus beau au niveau de la mode.
Pour mieux exporter leur création à l'échelle internationale, Ibrahima Diaby et Ruth Amour Design participent régulièrement à des défilés et des expositions ventes sur le continent et dans le monde. Durant les courses de Formule 1, les pilotes sont obligés d'un moment ou à un autre de s'arrêter dans les stands. Quelle est l'utilité des techniciens qui sont dans ce stand et à quoi servent ces arrêts? Découvrons-le ensemble dans cet élément de synthèse. 20 mécaniciens, 2 secondes, une course est gagnée ou perdue. En Formule 1, les arrêts au stand relèvent d'une double prouesse, rapidité et chorégraphie d'équipe, dont dépend l'issue d'un Grand Prix. Mais que se passe-t-il dans cette course contre la montre? La voiture quitte la piste, guidée dans le stand. Elle se gare dans une position très précise, immédiatement soulevée à l'avant et l'arrière d'environ 5 cm. Toutes les communications radio sont coupées, concentration essentielle. Pour changer une roue, il faut 3 mécaniciens. L'un tient un pistolet à air comprimé équipé de douilles aimantées destinées à retirer puis refixer les boulons. Un autre retire la vieille roue. Le troisième fixe la nouvelle. En un arrêt, les 4 roues sont changées. D'autres mécaniciens peuvent effectuer d'autres changements, remplacer une pièce endommagée ou ajuster les ailes. Les membres de l'équipe, chacun concentré sur différentes parties de la voiture, sont en compétition avec les autres écuries, mais aussi entre eux. Personne ne veut risquer l'erreur, le moindre écart est potentiellement désastreux. Le mécanicien supervisant le processus libère la voiture quand tous ont fini. Au feu vert, elle repart. Un autre mécanicien reste en permanence derrière la voiture, prêt à la faire redémarrer avec un moteur électrique si elle cale. Quand il était encore permis de faire le plein, les arrêts au stand duraient 6 à 12 secondes. En 2013, Ferrari et Fernando Alonso ont pour la première fois changé des roues en moins de 2 secondes. En 2016, Williams a encore gagné quelques millièmes de seconde, bouclant un stop de Felipe Massa en 1 seconde 92. Le temps qu'il faut pour éternuer, inspirer profondément, tirer à pile ou face ou taper dans la main de quelqu'un. Après que leurs collègues aient été agressés par un détenu radicalisé dans la prison de Condé-sur-Sarthe en France, des gardiens pénitentiaires ont manifesté leur mécontentement en bloquant l'accès à des prisons sur l'ensemble du pays. Cette agression a fait remonter à la surface d'anciennes revendications, qu'elles soient sur le plan financier ou sur le plan des conditions de travail. Ils ne veulent pas laisser retomber la pression. 2 jours après l'agression de 2 collègues par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe, les surveillants pénitentiaires ont à nouveau manifesté leur colère jeudi 7 mars avec des dizaines d'actions et de blocages de prisons à travers le pays. Un peu plus tôt, le syndicat majoritaire Force ouvrière faisait état d'un tout autre bilan. 80 établissements bloqués en France sur 188. Les surveillants auraient été délogés dans une vingtaine d'établissements, toujours selon Force ouvrière. Une colère partagée au premier chef à la prison de Condé-sur-Sarthe où le raid est intervenu mardi après l'agression de 2 surveillants avec des couteaux en céramique. L'opération s'est soldée par l'interpellation de Michael Chiolo, 27 ans, qui purgeait une peine de 30 ans de réclusion et s'est radicalisé en prison, et la mort de sa compagne, retranchée avec lui pendant près de 10 heures dans l'unité de vie familiale de la prison. Jeudi matin, une centaine de surveillants bloquaient toujours l'accès et 4 barrages de pneus enflammés, de palettes et de vieux meubles avaient été érigés sous l'œil de plusieurs dizaines de gendarmes mobiles. Sur le terrain, l'agression de Condé-sur-Sarthe semble avoir réveillé de nombreuses revendications chez les matons, qu'elles soient salariales ou concernant les embauches et les conditions de travail. Sur beaucoup de points de blocage, les surveillants disent leur amertume de ne pas avoir vu d'amélioration à leur situation depuis leur dernier mouvement social. Très chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ce journal. Nous vous rappelons que l'actualité est dominée par la condamnation du cardinal Barbarin qui a été inculpé de non-dénonciation d'actes sexuels sur des mineurs. Nous vous disons au revoir et surtout, soyez les premiers à être informés en suivant First TV Africa.